Et bonsoir à tous et bienvenue pour cette première émission. On saluera le jeu de mots en compagnie de Christophe Ondrejec, Isabelle Simoncini et Youssef Ajani, excuse-moi Youssef, ainsi que Jairo Murcia. Donc en compagnie de la direction, à savoir Christophe Ondrejec, directeur de l'école, Isabelle Simoncini, directrice adjointe, et Youssef Ajani, directeur pédagogique. Et ainsi donc que Jairo et moi-même qui allons être les interlocuteurs de cette émission. Donc Jairo chargé de communication au sein de l'école et moi Louis qui suis alternant au sein de l'école et également étudiant en 3e année spécialité e-business. Donc comment allez-vous ce soir chers amis ? Très bien. Aussi bien que possible, en direct de chez nous, confinés mais motivés. Très content d'être parmi vous et aussi de pouvoir répondre aux questions de nos étudiants et de nos parents aussi, d'étudiants durant cette émission. Pareil, très content de pouvoir participer à cette première émission, espérant que ce sera la première d'une longue série. Et du coup, on dit bonjour à toutes les personnes sur le chat. Donc du coup, on lit vos messages et n'hésitez pas à interagir avec nous. C'est parfait. Et donc en fait ce soir on se retrouve pour parler donc de l'école, donc de l'EMI, pour savoir comment sur cette année donc 2020 on a réussi à maintenir les cours, assurer une bonne vie étudiante, assurer un bon suivi de chaque étudiant. Également comment la pédagogie a su gérer toute cette situation créée à cause de la crise du Covid-19. Comment on a réussi à maintenir les cours à distance, une fois à la rentrée qu'on a fait finalement en présentiel, qu'est-ce qui a été mis en place, et maintenant que nous sommes encore une fois confinés, comment on va pouvoir, qu'est-ce que l'école a remis en place, qu'est-ce qui a été changé, comment on va pouvoir essayer d'avancer un peu plus loin pour améliorer la qualité de vie au sein de l'école. Donc Jairo, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus pour ce début de stream ? Non, alors de ma part, c'est vrai que moi je suis rentré à l'EMI il y a assez peu de temps, donc du coup je n'ai pas vécu le premier confinement, donc ça va être intéressant pour moi par rapport aux questions qui ont été posées et aux réponses qui seront données, de voir un peu l'évolution entre le premier et le deuxième confinement. Donc je pense qu'on pourrait directement déjà commencer à passer les premières questions à notre direction. Si vous voulez, je peux commencer. La première question qu'on a reçue est la suivante, c'est comment vous êtes-vous adapté face à l'urgence qu'était le confinement de mars 2020 et quelles ont été les difficultés ? Je peux me permettre de répondre, dans ce cas-là, de commencer là-dessus. Effectivement, en mars dernier, premier confinement qui a été annoncé assez rapidement, où on a eu 2-3 jours réellement pour se retourner et s'organiser par rapport à cette demande gouvernementale. Il faut savoir que l'année dernière a été quand même assez particulière, dans le sens où on a commencé l'année, rappelez-vous, avec les Gilets jaunes. Ensuite, on a eu une grève RATP juste avant les périodes de Noël, justement, de l'année dernière. Ensuite, une reprise des cours en janvier qui a été un petit peu compliquée suite à tout ça, avec des partiels qui avaient dû être organisés déjà à distance pendant les périodes de grève. Donc, naturellement, j'ai envie de dire, on avait réussi à capitaliser un petit peu sur toute cette période de grève, de gilets jaunes et autres. Et donc, on a réussi à basculer assez naturellement tous nos cours en visio via différents outils. Donc c'est vrai qu'à l'EMI, on utilise une suite, on va dire la suite Google pour tout ce qui est mail, calendrier et autres, et ainsi de suite. Et donc directement via cette plateforme, on a pu justement basculer l'intégralité des cours en visio. Alors, à l'époque, on va dire, la visio était peut-être moins utilisée, moins présente au quotidien. Donc c'est vrai que entre les versions, on va dire, des outils à cette époque et à aujourd'hui, il y a déjà eu une énorme évolution en l'espace de quelques mois. Pendant ce premier confinement, du coup, grâce à ce switch, on a réussi à assurer plus de 97,8% des cours, je crois, de mémoire sur l'année, donc ce qui était quand même un excellent chiffre. Vu le confinement, il n'y a pas eu de coupure, il n'y a pas eu d'interruption de service et de rupture dans l'apprentissage. On a mis en place aussi assez rapidement des réunions avec les intervenants, où chaque semaine, on échangeait justement avec eux donc c'était surtout Youssef et les responsables pédagogiques qui interagissaient avec eux pour échanger un peu sur les best practices, sur quels étaient les bons et les moins bons
usages, on va dire, liés, on va dire, à la visio. On a aussi assez rapidement mis en place, on va dire, des réunions avec les étudiants pour pouvoir échanger avec eux. Donc, on a mis aussi en place des cours de soutien avec certains étudiants. Moi, je me rappelle de certains cours sur des dimanches matins où je donnais, moi, personnellement, des cours de soutien, ainsi que d'autres intervenants ou autres. C'était un moment assez convivial. Je sais que le premier confinement était très dur psychologiquement aussi. Et très rapidement, on a essayé de trouver aussi des soutiens, une écoute psychologique. Donc, on s'était rapproché de différents organismes où on essayait de rediriger un petit peu les étudiants qui vivaient plus ou moins mal ce confinement. Et on a mis aussi des outils pour essayer de recréer un petit peu du lien, comme par exemple la création du Discord de l'EMI. On avait déjà un outil interne qui est plus pour les cours. Le Discord était plus là, on va dire, avec une approche un peu extrascolaire et recréer du lien. Peut-être juste faire le point sur ce que le Discord, peut-être que certaines personnes ne connaissent pas. Le Discord, vas-y. C'est un espace, on va dire, virtuel. C'est un peu comme une sorte de campus virtuel. Donc du coup, les élèves se retrouvent entre eux et peuvent discuter d'un petit peu tout, non seulement des cours, mais aussi organiser des sessions de jeu ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment, voilà, c'est une sorte de campus virtuel. Et là, du coup, on y retrouve vraiment plus le côté humain et l'échange et que personne ne reste seul. En effet, surtout que avec donc le premier confinement et maintenant ce deuxième, en fait, l'objectif aussi du Discord, c'est essayer de créer un semblant de vie étudiante, ou en tout cas d'interaction entre étudiants, parce que voilà, on a essayé de faire des choses pour qu'on puisse se retrouver ensemble, jouer ensemble, discuter ensemble, essayer de s'entraider sur certains travaux, ou bien même voilà, même sur le Twitch, on a déjà utilisé la chaîne Twitch pour faire il y a 2 semaines de ça un tournoi sur un jeu vidéo avec le BDE entre étudiants. Voilà, le principe était que on a essayé de ne pas trop s'ennuyer, de réduire cet effet de solitude durant le confinement avec l'aide de Discord, avec l'aide d'autres outils. Et donc on a essayé de créer des événements de cette façon. Et jusqu'à maintenant, ça fonctionne plus ou moins. Hein, voilà, on arrive à se retrouver et à organiser certaines choses, donc c'est plutôt cool. Et moi, je suis assez content, voilà, justement, qu'on ait réussi à mettre ça en place. Donc du coup, Christophe parlait de la création de Discord par rapport aux élèves, Christophe. Oui. Et ensuite, c'était plutôt Mattermost pour les cours. Exactement. Alors en fait, on a différents outils en interne pour, on va dire, les différents besoins. Le Mattermost, on va dire, qui permet, on va dire, d'avoir accès aux données et éviter que les données que peuvent poster les étudiants ou les intervenants se retrouvent n'importe où sur Internet. Donc c'est vraiment un outil interne, donc qui est vraiment plus, on va dire, pour des cours, pour des échanges avec les intervenants, pour voilà, plein de choses, mais qui nécessitent, on va dire, une authentification sur le domaine de l'école. Donc uniquement les étudiants peuvent accéder, ainsi que les intervenants, à cette plateforme. Donc le Discord était là aussi pour répondre à un besoin d'ouverture et avoir même potentiellement des personnes externes qui puissent nous rejoindre plus facilement. Et d'ailleurs, effectivement, on peut se rappeler que c'est à ce moment-là qu'on a lancé un petit peu l'idée des journées portes fermées, puisqu'effectivement, ce confinement il avait à la fois un impact bien sûr sur nos étudiants, sur les intervenants, mais aussi bien sûr sur toute l'équipe, je dirais administrative et de l'école, hein, puisque tous nos salariés aussi étaient concernés, donc, et également aussi sur toute notre activité de recrutement de futurs étudiants. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a lancé les JPF. Qu'on avait au départ, je crois, fixé tous les samedis, et donc il se trouvait que ça devenait des moments d'échange, des samedis après-midi où se connectait finalement qui voulait, donc aussi bien voilà, des membres de l'équipe, des intervenants, des étudiants, des diplômés, et potentiellement aussi des gens qui cherchaient des informations sur l'école, donc ça faisait des moments assez sympas, des après-midi, voilà, discuter un petit peu de tout et rien, comment allez-vous, des échanges de tips, les meilleures séries de la semaine, voilà, donc c'était finalement un canal qui a, je crois, trouvé un usage voilà, qu'on n'avait pas forcément anticipé peut-être au démarrage, mais plutôt sympathique. Porte fermée qui reviennent des samedis d'ailleurs. Tout à fait. Ouais, tout à fait, samedi. À partir de 14h, si je ne dis pas de bêtises. On y sera. Alors on va continuer avec les questions. La seconde question que nous avons reçue, c'est quelles ont été les différentes mesures mises en place pour permettre la meilleure pédagogie, le meilleur suivi auprès des étudiants? Je vais répondre à cette question. Merci Géraud de l'avoir posée.
Pour rebondir sur ce que vient de dire Christophe, on a très, très tôt anticipé sur le fait qu'un deuxième reconfinement allait être à l'ordre du jour. Donc on s'est nourri aussi de nos expériences respectives par lesquelles nous sommes passés durant le premier confinement. Et on a essayé effectivement de mettre en place l'organisation pédagogique la plus attractive et la plus à même de favoriser un accompagnement rigoureux de l'ensemble de nos étudiants et nos étudiantes. Donc en quelques mots, l'idée, encore une fois, est d'avoir refait un point précis avec l'ensemble de nos intervenants et de leur expliquer qu'effectivement la notion de cours magistral versus cours à distance nécessitait des ajustements. Donc on a demandé à chacun de nos intervenants de prendre en considération ces nouvelles conditions. On sait que suivre un cours à distance présente quelques problématiques et quelques enjeux qui sont autant d'opportunités de nous réinventer aussi en tant que pédagogue. Donc on a fait un premier point avec nos intervenants justement pour tenir compte de ces éléments-là. On leur a demandé également de maximiser les interactions avec les étudiants au cours d'une séance pour pouvoir s'assurer que les étudiants étaient bien en ligne et suivaient le déroulé des différents modules. Alors il y a une petite spécificité qu'on a également demandé à nos étudiants, c'est de brancher leur caméra et leur micro durant l'ensemble des cours pour pouvoir aussi rendre un peu moins virtuelle cette expérience virtuelle et de pouvoir voir un peu comment est-ce que les étudiants et les étudiantes réagissaient au regard des enseignements transmis par les intervenants. Donc on est également dans une logique où on essaie d'optimiser les outils que nous avons à notre disposition, notamment au niveau de la visioconférence, de manière à pouvoir être en capacité de créer, au-delà des conférences classiques globales pour une classe, des mini-conférences par groupe, mettre en place des fonctionnalités additionnelles comme des sondages ou la possibilité de poser des questions un peu comme on est en train de le faire via Twitch, en direct via le chat que propose notre outil principal. On est également très rigoureux sur le suivi des principaux indicateurs, notamment d'assiduité auprès de nos étudiants, pour pouvoir détecter le cas échéant les étudiants ou les étudiantes qui seraient en situation de décrochage. Ça peut arriver, c'est pas une fatalité. Alors on n'est pas non plus dans un état policier mais l'idée vraiment c'est d'être aussi dans cette démarche de suivi. Et je sais que certains étudiants ou certaines étudiantes ont parfois du mal à faire part de leurs difficultés. On les y invite, on leur recommande effectivement de se rapprocher de nous, quelle que soit la personne au niveau de l'administration ou au niveau des intervenants, pour qu'on puisse tenir compte effectivement des difficultés qui sont rencontrées. Ça c'est essentiel, c'est vraiment essentiel. On n'est pas là pour les juger, au contraire, on est là pour essayer de limiter les impacts négatifs que peut avoir le confinement. On sait qu'il peut y en avoir, donc on est conscient de ça, on ne les sous-estime pas. Au contraire, on est tous et toutes mobilisés sur cet aspect-là. Christophe l'a abordé également et Louis via le canal Discord. Donc il y a effectivement un contexte professionnel avec les cours, mais il y a aussi la vie étudiante à côté qu'on essaye de redynamiser pour essayer de faire en sorte que cette période se déroule dans les meilleures conditions. Et j'ajouterais également que on accueille de nouvelles personnes dans le dispositif global de la pédagogie et de l'administration au niveau de l'EMI, donc avec Amandine Vol qui est responsable des relations entreprises et qui va travailler en étroite collaboration, notamment avec notre partenaire CFA AFIA, pour tout ce qui est contrat d'alternance de professionnalisation et pour trouver des débouchés à nos étudiants, notamment pour ceux et celles qui recherchent des alternances. Donc voilà. En amont, on est tous et toutes mobilisés pour faire en sorte que cette expérience distancielle se passe dans les meilleures conditions. Pour revenir sur... Ah, excusez-moi. Si je peux juste rajouter, effectivement, c'est vrai que l'un des meilleurs indicatifs, on va dire, de risque de décrochage, c'est quand même l'assiduité. Qu'on soit en présentiel ou en distancié,
Un étudiant qui ne vient pas en cours ou qui arrive en retard ou autre, c'est symptomatique de problèmes derrière. Donc ça nous permet effectivement, avec en l'occurrence la vie scolaire, on fait un suivi hebdomadaire, on va dire, de chacun des cours, et je sais que Youssef et les différents responsables pédagogiques essayent, on va dire, de solliciter les étudiants où on remarque qu'il y a 2-3 absences sur différents cours dans la journée ou plus, pour essayer tout de suite de redonner notre dynamique positive, mais encore une fois, sans jugement. L'idée n'est pas de stigmatiser une absence, mais vraiment d'essayer de trouver une solution pour améliorer les choses. Moi, je voulais rebondir sur une chose dont tu as parlé, Youssef, c'est le fait qu'on a demandé aux élèves d'activer leur caméra. Leur faire comprendre et faire passer le message aussi que les intervenants nous ont fait part que c'était quelque chose qui les aidait à eux de faire court en voyant des visages sur l'écran et non pas simplement un écran noir. Et ça a aidé aussi les intervenants parce que il faut les prendre en compte. C'est pas forcément facile de suivre un cours de manière online, mais le donner, c'est pas non plus facile. Et c'est ça qui est recherché en fait à travers les webcams, c'est retrouver ce côté humain. En tant qu'intervenant également, même si j'ai un petit peu moins de cours que les années précédentes, c'est vrai que quand je n'ai pas la caméra, je ne sais pas dans quel état d'esprit sont mes étudiants et mes étudiantes. Et j'ai besoin, en tant qu'intervenant, d'avoir ce contact aussi visuel et de savoir effectivement, parce qu'on peut réagir d'une façon ou d'une autre à un certain nombre d'enseignements qui sont partagés, mais c'est vraiment très très important d'avoir ce contact visuel et de pouvoir vraiment interagir au-delà de ce que nous proposent les outils digitaux via le chat et autres. De voir les gens, c'est vrai que c'est encore mieux de les voir en présentiel. Mais bon, en l'occurrence déjà les moyens qui nous sont offerts aujourd'hui nous permettent de garder ce contact aussi visuel qui est important dans le cadre de la pédagogie. Voilà, pour retrouver un semblant de regard, de sourire, une présence humaine, ça fait un changement. Je veux juste rebondir, je vois un message sur le chat qui nous parle que le Discord est très orienté gaming et il y a une partie qui est dédiée à ça, mais on a aussi, et là Louis je vais te laisser reprendre, d'autres parties dans le Discord aussi orientées cours. Carrément. En fait, le Discord est surtout un outil qu'on a utilisé. Le Discord est surtout un outil qu'on a pris. C'est quoi ? Discord, c'est un truc qui nous permet de créer des serveurs dédiés pour avoir une certaine communauté. Nous, on a créé donc un serveur Discord pour rassembler toutes les personnes de l'école, que ce soit étudiants, intervenants, membres de l'administration et même des gens externes à l'école, car c'est via ce service que l'on organise en fait les journées portes fermées pour remplacer les journées portes ouvertes, afin de continuer d'essayer de faire une interaction entre des gens qui voudraient potentiellement s'inscrire et des étudiants ou les responsables des admissions. Et donc en effet, quand vous allez sur le Discord, vous allez trouver souvent beaucoup de canaux qui sont dédiés aux jeux vidéo, car en fait la plupart des étudiants se retrouvent en fait pour jouer ensemble, passer un agréable moment durant ces périodes de confinement, chaque soir en fait s'ils veulent ou n'importe quand, lorsqu'ils ont du temps libre, parce que sinon c'est compliqué de se rassembler alors qu'on est confiné. Mais sinon il y a également plusieurs canaux différents qui sont dédiés, certains au travail, donc je sais que certains étudiants se rassemblent ensemble sur le Discord pour travailler ensemble. Sinon, on a des canaux qui sont dédiés aux admissions, on a des canaux qui sont dédiés à l'entraide par rapport à des devoirs ou si jamais un première année a un problème qui peut demander à un troisième année de l'aider. On a également des canaux qui sont dédiés aux annonces de ce que fait le BDE, on a ce genre de choses. Voilà, il y a des canaux où du coup, ce serait comme une sorte de bibliothèque, on peut se retrouver sur des cours, sur des devoirs. En fait, le Discord, c'est quelque chose qui appartient vraiment aux étudiants et donc du coup c'est aussi à eux de le faire vivre et de ne pas hésiter il y a je ne l'ai pas sous les yeux maintenant, mais il y a plusieurs forums qui peuvent être entraide, etc. Du coup n'hésitez pas à poster et à dire même pour s'offrir, moi je suis fort en ça, si je peux aider quelqu'un, et en fait c'est entre eux qui le feront vivre le Discord. En fait, pour compléter sur ce que vous venez de dire, le Discord aussi va évoluer en fonction de la vie de l'école et des différentes échéances qui seront amenées à se présenter auprès des étudiants.
Donc, à l'instant T, peut-être qu'effectivement, il y a cette impression facialement que on est un peu trop dans le gaming, mais très prochainement, vous allez voir un certain nombre d'autres dimensions qui vont être mises en avant différemment, notamment pour tout ce qui est recherche de stage pour nos initiaux, entre autres, et il y a beaucoup de choses qui devraient arriver. Et peut-être juste un point, puisqu'on parlait d'entraide entre les étudiants, rappeler aussi qu'il y a une initiative du Lab Tutorat, qui est vraiment une initiative étudiante, par laquelle en fait des étudiants tuteurs aident et accompagnent des étudiants qui ont besoin d'être tutorés dans certains domaines. Donc là, il y a notamment une étudiante qui pilote cette initiative, Alison, qui fédère en tout cas met en relation les tutorés et les tuteurs. Donc ça aussi, c'est une initiative importante. Et donc s'il y a des difficultés, on invite effectivement tous les étudiants à s'inscrire à ce lab, et ceux qui veulent et qui sont disponibles pour aider aussi dans l'autre sens. Donc ça, c'est un autre élément important de soutien dans la période actuelle. Carrément. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe donc à la prochaine question. Question qui est tout simplement, justement, là, Youssef, tu as parlé donc de ces cours durant le confinement, mais à votre avis, est-ce que la transition des cours des cours en physique aux cours à distanciel s'est bien passée? Est-ce qu'il y a eu de grandes difficultés sur cette transition donc, des cours en physique sur lesquels on est habitué aux cours justement à distance via l'outil Google Meet? Alors, d'un point de vue technique, le basculement s'est fait de manière automatique. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a anticipé effectivement ce reconfinement et on est parti de l'expérience par laquelle on est passé durant le premier confinement. Donc, voilà, le basculement s'est fait sans aucun problème. Il y a, quoi qu'il arrive, et il faut tenir compte du fait que on est plutôt enclin à préférer des cours en présentiel. Comme tout pédagogue, on a fait le maximum effectivement au sein de l'école pour essayer de retarder le fait de devoir passer en distanciel. On a également prévu, suite à la demande de notre ministère de tutelle, qui était d'adapter les jauges, de mettre en place ce qu'on appelait des plannings alternés, avec une journée sur 2 en présentiel à l'école justement pour garder ce contact, et une autre journée à distance pour pouvoir entretenir la transition vers un reconfinement qui était un peu plus complet. Donc à partir de là, de manière globale, la transition s'est faite dans de bonnes conditions. Il y a eu aucun problème technique. Il y a eu quelques petits ajustements la première ou la seconde journée, mais qui est normal, qui est au regard des modifications qui ont été faites. Pour rebondir sur également les remontées ou le ressenti que peuvent ressentir effectivement nos étudiants, le confinement est une période qui est compliquée. On va pas se mentir, et le fait de ne pas la minimiser permet justement de tenir compte de ces enjeux et de ces problématiques. Je pense que durant le premier confinement, ils se sont plutôt bien adaptés. Deuxième confinement également, fort de leur première expérience, donc ils ont réussi aussi à mettre en place un certain nombre de choses qui devraient leur permettre, avec le soutien bien entendu de l'ensemble de l'équipe administrative et pédagogique, de rendre l'expérience encore une fois de pédagogie beaucoup plus intéressante, beaucoup plus interactive, et limiter, et ça c'est un des objectifs premier de l'ensemble des personnes de l'école, c'est de limiter le décrochage. On a tendance à en parler, on en parle également dans la presse, comment limiter au maximum et éviter le décrochage de certains étudiants. Donc, première information, un étudiant qui se sent en situation risquée de décrocher doit nous prévenir. Alors, on va voir un certain nombre de choses via les indicateurs, notamment d'assiduité, etc., via les remontées que vont nous faire potentiellement les délégués ou les intervenants. Mais, encore une fois, le maître mot, et je me fais le porte-parole de l'ensemble du personnel administratif et de direction de l'école, on vous accueillera avec bienveillance si vous rencontrez des difficultés. L'objectif, encore une fois, n'est pas de juger, mais de trouver les leviers qui vont vous permettre de raccrocher les wagons à travers les différents enseignements. Alors, et après je clôturerai mon intervention sur cet élément-là.
On tient compte aussi des spécificités de certaines matières. Et Christophe l'a évoqué tout à l'heure, il y a un certain nombre de cours de soutien qui sont proposés, notamment dans ce qu'on appelle les matières un peu plus techniques. En l'occurrence le web développement ou l'interactive design. Mais ça n'empêche pas également les autres responsables pédagogiques et les autres intervenants de se rendre disponibles dès qu'un étudiant se manifeste et se déclare en difficulté par rapport à ces éléments-là. Donc on réussira ensemble, ça c'est très important de le repréciser. Il n'y a pas deux parties ou il n'y a pas deux équipes, on fait partie de la même équipe, quelle que soit la fonction qu'on peut avoir. Et nous, notre ambition, c'est que nos étudiants soient formés dans les meilleures conditions et soient armés le jour J lorsque ces étudiants devront affronter les aléas de la vie professionnelle, qui elle aussi est impactée par ce confinement. Je pense que ça a souligné que les élèves je pense qu'on peut les féliciter par rapport au premier confinement, la façon dont ils étaient adaptés. Donc du coup, moi, les retours que j'ai eus par rapport aux intervenants ou avec quelques élèves que j'ai pu discuter, c'est qu'en principe ça s'est passé très très vite, une grosse force d'adaptation et comme tu disais, voilà, moi je trouve ça intéressant qu'il y a toute une expérience du premier confinement qui a été utilisée par les élèves donc, qui sont en deuxième année au-delà pour ce deuxième confinement et pouvoir en tirer le plus grand parti, parce que maintenant c'est plus une nouveauté dans notre vie, on doit vivre avec et voilà, que ce soit pas une excuse, que ce soit pas un frein dans leur carrière. Et donc du coup, les féliciter et encore aujourd'hui, parce que effectivement, on sent qu'il y a une volonté de dire c'est pas à cause de ça que on va baisser les bras ou quoi que ce soit. Donc moi, j'aimerais bien avoir peut-être le retour de Louis en tant qu'élève, en tant qu'étudiant. Comment tu as pu le vivre ou quels sont les retours qui ont pu être entre étudiants? Bah, bien sûr, déjà pour préciser la chose, pour savoir au cas où que tout le monde ne soit pas au courant, moi étant en 3e année en alternance, je n'ai cours qu'une fois par mois. Je suis 3 semaines en entreprise et 1 semaine en cours. Ce qui fait que moi ça a été moins lourd comme transition à faire. C'est-à-dire que je crois que lors du premier confinement, on venait de terminer une première semaine de cours et donc en fait il s'est passé 3 semaines avant que j'ai cours pour la première fois en visio. Donc après ma mémoire n'est pas exacte, mais c'était à peu près comme ça que ça s'est passé. Et de mémoire, il n'y a eu aucun souci, outre le fait que je peux comprendre la douleur d'un intervenant lorsqu'il se retrouve face à 18 images ternes parce qu'il n'y a pas de caméra d'activer. Mais sinon, la transition s'est fait facilement en soi, parce que on connaissait tous l'outil, c'était en 2 clics qu'on pouvait se connecter à l'appel qui était le cours finalement. Et moi étant en spécialité e-business, on n'a pas eu trop de difficultés en soi, et même quand il y avait des projets de groupe, on pouvait se retrouver sur divers outils différents. Franchement, on n'a eu pas trop de soucis là-dessus. Après, moi j'avais, étant en 2e, 3e année, on avait déjà un peu d'expérience, donc on arrivait à se débrouiller. Mais j'ai vu un message dans le chat donc, qui demandait que potentiellement les cours de développement ne se prêtaient pas facilement aux cours à distance. Ça, je ne sais pas trop pour le coup moi, parce que justement là en e-business, je ne fais plus de développement. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas eu de grandes difficultés. À part, je pense, le plus gros problème, c'est de réussir à se concentrer durant les cours à distance, parce que on n'est pas du tout dans le même cadre, on va dire, de suivi de cours. C'est-à-dire que, outre le fait de se retrouver en classe avec ses camarades, où on est vraiment dans l'univers de l'école et que là, on est plus ou moins concentré sur notre cours, là, être face à un écran toute la journée, mais vraiment, ça change pas d'habitude, mais on est vraiment dans notre chambre, que ce soit en pyjama ou habillé, la concentration n'est pas... moi j'ai l'impression, en tout cas personnellement, la concentration n'est pas du tout la même. J'ai beaucoup plus de mal à me concentrer à distance. Et... Donc le fait des webcams, peut-être ça gagne encore plus de sens. En fait, déjà, ça permet de rendre le cours plus vivant. Moi, s'il faut dire une chose, c'est que je pense que les webcams permettent de rendre le cours beaucoup plus vivant et de se faire, en fait, d'avoir un peu plus de contact avec les gens et pas juste d'attendre qu'une personne prenne la parole pour essayer d'avoir un peu d'activité. On a aussi cette... Alors, pour rebondir sur cette... parce que je sais qu'un certain nombre de remarques se font et cristallisent la spécialisation, effectivement, du web développement. On a des fonctionnalités qui permettent de partager aussi les écrans de ce que font les étudiants et de ce que font les intervenants en web développement. Donc, ça permet de renforcer cette interactivité entre les deux parties.
Alors que les choses soient bien claires, à l'instant T, si on avait pu rester en présentiel, on serait resté en présentiel. Nous sommes, entre guillemets, tenus de respecter des consignes de notre ministère de tutelle. Et ça, c'est un élément auquel on ne peut pas échapper. Et donc, je sais qu'il y a énormément de débats, notamment dans les médias, etc., sur les universités, les écoles, le lycée, etc. Mais il faut partir aussi de ce constat-là. On n'a pas choisi de passer en distanciel. On nous l'a, entre guillemets, imposé. Et on a essayé de faire en sorte que justement le fait de passer en distanciel ne devienne pas une fatalité. Et qu'au contraire, ça soit une opportunité, encore une fois, de se réinventer et de créer une expérience pédagogique qui est complètement différente. Et à l'instant T aussi, au niveau de la partie web développement, on est en contact quasiment quotidien avec le responsable pédagogique qui et les intervenants qui nous remontent, au même titre que les étudiants, un certain nombre de difficultés et on met en place des plans d'action justement pour arriver à faire en sorte que ces difficultés soient limitées en termes d'impact. Christophe, peut-être vous voulez intervenir ? Ouais, j'aimerais compléter aussi ce que tu viens de dire sur le passage en distancié. Avant, on va dire, ce deuxième épisode de confinement, depuis le début de l'année, donc nous, on a repris les cours en présentiel à partir du 3 septembre, où on a réaccueilli les étudiants jusqu'à la demande de fermeture. Pendant cette période, on a bien vu qu'on avait des étudiants qui étaient plus ou moins à l'aise avec le fait d'être en présentiel. Pour les étudiants qui avaient déjà vécu le confinement et qui étaient déjà avancés dans les cursus, on avait mis en place la possibilité justement aux étudiants de soit venir assister en présentiel, soit l'être à distance pour les cours, justement pour s'adapter en fonction, on va dire, des préférences et des possibilités de tout le monde. On sait que les cours à distance, on n'est pas tous égaux de ce côté-là. On sait que ça ne va pas forcément être les mêmes conditions pour tout le monde. A contrario, il y a des personnes qui habitent très loin aussi, qui ont peut-être des très bonnes conditions pour suivre les cours et qui vont mettre, par exemple, comme je sais, Louis à une époque mettait plus d'1h30 de trajet aller et 1h30 de trajet retour. Donc, par rapport à ça, c'est vrai qu'on a essayé d'impliquer, on va dire, les étudiants dans le choix du passage, soit de présentiel à distanciel. Voilà. Maintenant, depuis septembre jusqu'à la date de fermeture par, on va dire, le ministère, on a eu quand même que très peu de cas positifs Covid à l'EMI, contrairement à beaucoup d'écoles. Alors, on avait mis en place des consignes assez strictes, malheureusement, par rapport à ça. On n'avait pas le droit forcément de boire, de manger dans les locaux, le masque est obligatoire dans l'intégralité des locaux, mais ça nous a permis, voilà, de rester le plus longtemps possible ensemble, sans coupure, pendant cette période. Là où beaucoup d'établissements ont dû passer pendant 10 jours en distancié assez régulièrement pendant cette période-là, nous, on a pu rester ouverts pendant toute cette période-là. Ouais. Il y a eu une volonté de maintenir ouvert le plus longtemps possible. Et effectivement, moi, je suis arrivé en septembre et j'ai vu, du coup, toutes les marques au sol, toutes les mesures qui avaient été prises. Moi, ce que je vois dans le chat, c'est que je vois pas mal de messages d'élèves qui effectivement disent qu'ils rencontrent des difficultés, que c'est pas pareil, mais je vois quand même un sentiment de dire « mais on va y arriver ». Et franchement, c'est bravo à eux, et puis ça fait plaisir de voir que ils ne se laissent pas abattre, et il y a une vraie volonté d'y arriver et de pouvoir continuer leurs études comme si de rien n'était, et au contraire, pourquoi ne pas faire une force de cette expérience vécue. On apprendra des nouvelles choses forcément. Et même pour répondre, pour compléter ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai donné plus ou moins mon avis sur comment j'ai vécu ces cours à distance, mais c'est vrai que mon avis doit être très différent d'un élève qui donc est soit en première année, soit en classe initiale, donc qui ne font pas d'alternance, car eux en fait, ont cours chaque semaine, alors que moi c'est vraiment une semaine par mois, donc c'est vrai que mon avis doit être très différent du leur en soi. Mais là-dessus, de toute façon, moi j'ai pas eu de retour vraiment de manière apocalyptique, on va dire là où vraiment c'était la guerre. Non, j'ai pas eu vraiment de gros retours en mode crise jusque-là, en tout cas. Justement, d'ailleurs, la question suivante, elle était sur ça, c'était sur le ressenti des étudiants. Comment est-ce que l'administration a pu voir le ressenti des étudiants, comment est-ce qu'ils les voyaient par rapport à cette période un peu difficile?
Si je veux juste intervenir avant, je pense que Youssef, tu vas pouvoir répondre. Moi, ce qui me paraît important dans ce que tu as dit, Louis, c'est qu'effectivement, il est très difficile de dégager une opinion ou un ressenti unique parce qu'en fait, les situations des étudiants sont tellement différentes, à la fois effectivement selon leur niveau d'études. Comme tu l'as dit, quelqu'un qui vient de rentrer en première année n'aura pas du tout la même expérience, les mêmes attentes qu'un étudiant qui est en fin de cursus chez nous, qui est déjà rodé, qui connaît bien le système. Effectivement, tu as mis aussi en avant la différence entre les alternants et les initiaux, hein, donc les initiaux qui sont là en permanence et qui ont vraiment cette vie, je dirais, j'exagère un peu, ils passent leur journée, voire une partie de leur soirée ensemble parce que la charge de travail fait qu'ils sont tout le temps en train d'échanger. Et les alternants qui ont déjà un pied dans l'entreprise, donc qui ont déjà une autre vie par ailleurs. Donc je pense que, Youssef, je te laisserai revenir là-dessus, je pense qu'il est difficile d'en tirer un message peut-être unique, en tout cas de mon point de vue. Alors, merci Isabelle pour ce qu'on a mis en place aussi, justement pour essayer d'avoir un maximum de remontées factuelles et constructives de la part de nos étudiants. Ce sont des points d'échange réguliers qui ont lieu normalement en fin de journée, pendant entre une demi-heure et 1 heure par promotion. Donc on se parle à minima 1 fois par mois. S'il y a besoin de se parler plus, on se parle plus. Je sais qu'avec certaines promotions, on s'est parlé 2-3 fois parce qu'effectivement, certaines difficultés nécessitaient de devoir échanger tous et toutes ensemble. Donc après, ces moments d'échange, ça nous permet effectivement d'avoir les tenants et les aboutissants, d'avoir des avis positifs, des avis un peu plus circonspects de la façon dont ça se passe et d'essayer de trouver les meilleurs arrangements et les meilleurs ajustements possibles pour, on sait qu'on n'aura pas 100% de satisfaction à tous les niveaux, mais au moins maximiser le ressenti des étudiants dans un contexte qui, encore une fois, n'est pas facile. Je me permets juste de rebondir sur 2 questions que j'ai vues passer également. Tu m'excuseras, Géraud, si je marche sur tes plates-bandes. Je vous confirme qu'effectivement, l'école et les cours seront en distanciel jusqu'à fin décembre. Donc on a un parti pris. Vous savez que l'école est fermée pas fermée. Les vacances ont lieu les 2 dernières semaines de décembre et l'école est fermée 1 semaine. Et dans la mesure où 70% ou 75% de nos étudiants sont en alternance, on est parti du principe que l'école serait et que les cours seraient en distancié jusqu'à fin décembre, en attendant les éventuelles nouvelles consignes que nous donnerait le gouvernement ou notre ministère de tutelle. Donc oui, on est parti encore pendant un bon mois sur ces aspects distanciels. Et deuxième question également que j'ai vu passer au tout début de la conversation, il n'est pas prévu de ne faire que des formations en distanciel. En tant que pédagogue, je pense qu'il n'y a rien de plus intéressant que de pouvoir interagir en présentiel avec nos étudiants. Mais là où le distanciel peut être intéressant, c'est dans la mesure où on peut envisager une architecture complémentaire faite à la fois de cours en présentiel et potentiellement de cours en ligne sur un certain nombre de thématiques, ou parce que certains étudiants seraient beaucoup plus efficaces dans ces cours à distance. Mais non, notre volonté, et je parle sous le contrôle de Christophe, c'est vraiment dès qu'on peut revenir au mode présentiel, on continue en présentiel parce que c'est la meilleure façon de former nos étudiants. Justement, par rapport à ça, c'est vrai que alors c'est au cœur de nos échanges avec Youssef et Isabelle, on réfléchit à comment organiser, par exemple, là on va arriver bientôt dans les sessions de partiels avec certains étudiants, on va avoir des workshops, on a des épreuves de rattrapage de l'année dernière sur les masters à organiser. Donc voilà, on se pose beaucoup de questions, on essaye de voir aussi avec les ministères ce qu'il est possible de faire, dans le sens où, contrairement on va dire à ce qui est annoncé, on n'a pas forcément tout à loisir de pouvoir dire bon allez, aujourd'hui la moitié de la classe va pouvoir venir en présentiel et l'autre partie va être à distance. Donc voilà, on essaye de composer aussi avec ces contraintes et effectivement on essaye de voir si pour des besoins typiquement de soutien ou sur des points vraiment très très précis, faire venir les étudiants de manière ponctuelle peut être une solution. En fait, du coup, on est vraiment dans l'attente de trouver la meilleure solution par rapport à l'évolution de la situation, quoi, en fait.
Comme tout le monde, hein, on a un peu tenu des différentes annonces. On espère qu'on va s'acheminer vers une situation un petit peu plus agréable pour tout le monde. Mais bon, voilà, comme tout un chacun, on est tenu de respecter ce qui nous est imposé. Donc, bon, espérons qu'en janvier, les choses iront mieux. Je vais continuer. Je vais juste faire une petite remarque. Donc, les gens des chats, n'hésitez pas à poser vos questions, même si on ne les voit pas sur le moment, même si on ne répond pas tout de suite, on prendra un moment pour répondre. Donc, si vous voyez qu'on ne vous a pas répondu, n'hésitez pas à la reposer. Il n'y a aucun problème. Je vais passer à la question suivante, si vous voulez bien. Cette fois-ci, on va passer justement sur un autre type d'étudiants, pour ceux qui sont en alternance, savoir comment ça se passe pour le placement. Donc du coup des étudiants en alternance malgré la situation actuelle. Alors peut-être avant de répondre précisément à cette question, je vais juste faire peut-être un petit rappel chiffré sur la situation de l'alternance à l'EMI, donc pour ceux qui n'auraient pas forcément tout en tête. Donc c'est vrai qu'on a ouvert finalement nos formations en alternance essentiellement à partir de 2018, qui a été l'année de la reconnaissance du titre bachelor chef de projet digitaux de l'EMI. Donc cette reconnaissance a ouvert la voie à la formation, en tout cas en apprentissage, ce qu'on a pu concrétiser via un partenariat signé avec un CFA, donc un centre de formation en apprentissage, et notamment en particulier le CFA AFIA, qui est notre partenaire pour toutes ces questions d'apprentissage. Donc à la rentrée 2018, pour mémoire, on avait 104 étudiants en alternance. À la rentrée 2019, on était déjà passé à 213, je crois, et cette année, on est à peu près à 298 étudiants. Donc on voit effectivement qu'on a une très très forte croissance de ce format de formation. Donc en l'occurrence, cette année, en septembre 2020, on avait pratiquement 70% de nos étudiants sur des cursus en alternance. Donc, ce qui est quand même effectivement aujourd'hui largement majoritaire. Donc, ça montre que ce format est très intéressant et très demandé par les étudiants, mais aussi par les entreprises. Donc, il est évident que la situation pour le placement des étudiants donc, qui recherchent leur alternance, qui ont démarré leur formation en alternance en septembre, a été plus compliquée. Néanmoins, on est quand même très satisfait puisqu'aujourd'hui, au moment où vous parle, les derniers comptages montrent qu'on est à plus de 84% de taux de placement de nos alternants. Donc, ça veut dire qu'on est quand même vraiment bien, ça a vraiment bien avancé. Pour référence, par exemple, l'année dernière, en fin 2019, on avait un taux de placement global de 96%. Donc ça veut dire qu'on était quasiment... Il y avait quelques étudiants qui n'avaient pas trouvé leur alternance, mais c'était marginal. Donc voilà, on a encore une marge de progression. Ça veut dire en termes plus précis qu'on a à peu près encore 48, je crois, aujourd'hui, étudiants qui sont encore en recherche. Ils ont encore du temps pour trouver, puisque effectivement le gouvernement a pris des mesures pour faciliter les recherches. Les délais de recherche d'entreprises ont été rallongés. Les étudiants ont jusqu'à fin février pour se placer. Il y a aussi une aide financière apportée aux entreprises. Donc il y a vraiment eu beaucoup d'impact aussi, puisque des petites structures ont pu recruter des apprentis. Donc on aurait pu craindre que ce soit beaucoup plus difficile. Le petit bémol, effectivement, c'est qu'on constate plus de difficultés sur ceux qui démarrent en alternance, donc essentiellement nos étudiants de deuxième année qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés à se placer. Ce qui peut être compréhensible, puisqu'ils sont moins expérimentés. Les entreprises, compte tenu de la situation, ont besoin quand même de personnes qui sont rapidement opérationnelles. Donc c'est probablement un petit peu plus difficile pour cela. Donc on a renforcé les ateliers d'accompagnement. Je pense que Youssef va vouloir aussi en parler. On a donc une équipe de personnes du CFA AFIA qui sont exclusivement dédiées à nos étudiants, donc qui s'occupent à la fois du sourcing des offres, du coaching des étudiants, de l'accompagnement, et puis ensuite de la contractualisation. Donc elles sont quasiment à plein temps, je dirais, pour l'EMI. On a mis en place des ateliers groupés, des ateliers individuels. Il y a tous les job boards qui sont à disposition. Le responsable relations entreprises aussi qui fait du sourcing des offres. On a aussi recruté une personne qui va s'occuper de la partie tutorat, donc une fois qu'ils seront placés. Donc il y a vraiment un certain nombre beaucoup de mesures mises en place pour les aider, et on est tous mobilisés, je dirais effectivement via nos réseaux aussi personnels et professionnels, pour essayer d'arriver à un taux de placement qui sera, on l'espère, aussi bon que celui de l'année dernière. Après, on compte avec la chance que ce sont des métiers qui du coup ne sont pas tant affectés que ça par rapport à la crise, vu qu'ils peuvent être soit faits en distanciel, ou alors justement ça peut créer
des offres d'emploi parce que c'est peut-être des entreprises qui n'avaient pas développé cette partie et qui du coup se voient dans la nécessité de le faire. Et par exemple, pour revenir sur le CFA, c'est vrai que donc du coup à l'EMI, on a le Palais Brongniart et on a aussi le Panorama. Et là, on a eu des ateliers avec le CFA et en particulier Sandrine. Peut-être nous en dire plus. Oui, je vais. Alors, effectivement, début d'année, on a en partenariat avec le CFA, qu'on remercie du reste pour ce partenariat et pour leur accompagnement, donc que ce soit Sandrine, Ashwer, Éléonore, Yves et également et l'ensemble du personnel du CFA AFIA. Je vois que Yves nous encourage via le chat, donc on le salue bien amicalement. Oui, le contexte est effectivement un peu plus compliqué qu'à l'accoutumée. En revanche, les offres existent. Il y en a de plus en plus. Donc, trouver une alternance, c'est aussi comme une sorte de marathon. C'est-à-dire que c'est pas un sprint de 100 mètres où on reste mobilisé pendant une journée, une semaine ou une semaine et demie. Il faut entretenir effectivement ce qu'on appelle le pipe des offres et des candidatures auxquelles on répond. Et donc, on s'est attaché, cette fois-ci en présentiel avec le CFA, à animer des ateliers thématiques, donc notamment par rapport à comment réussir son CV, comment réussir sa lettre de motivation, comment réussir son premier entretien téléphonique, donc en passant ce qu'on appelle les barrages secrétaires, comment réussir son entretien physique également, et on reste, j'ai envie de dire, presque 24 heures sur 24 disponible pour tous les étudiants et étudiantes qui restent sur le côté aujourd'hui, qui n'ont pas encore trouvé d'alternance. Et on leur demande, pas plus tard que la semaine dernière, un certain nombre d'entre eux, je les ai reçus avec notamment Aurélie qui est chargée de la vie scolaire, pour essayer de comprendre quelles étaient les difficultés qui étaient rencontrées pour pouvoir décrocher des entretiens, réussir ces entretiens, etc. Donc voilà, manifestez-vous encore. Certains d'entre eux sont peut-être un peu trop sur la retenue, mais manifestez-vous. On peut encore donner plus. Mais on a besoin que vous vous manifestiez pour pouvoir vous accompagner. Et là, je m'adresse à tous ceux et celles qui, effectivement, n'ont pas encore trouvé d'alternance. Manifestez-vous et on continuera à vous aider dans les meilleures conditions. Restez motivés. Oui, voilà, c'est important. C'est vrai, pardon, excuse-moi, c'est vrai que les offres continuent à arriver, donc ça, il faut surtout pas baisser les bras parce qu'on constate effectivement une recrudescence en fait du nombre d'offres, avec notamment des besoins maintenant à pouvoir pour janvier. Donc, y compris des grands groupes, alors qu'habituellement les grands groupes clôturent leur campagne de recrutement au printemps. Donc là, on a constaté effectivement un décalage. Donc les offres sont là. Je crois que sur le job dating du CFA AFIA, il doit y avoir plus de 800 offres. Sur celui de l'EMI, on n'est pas loin des 500. Donc oui, les offres sont là, des grands groupes, des petits groupes, des moyennes entreprises. Donc voilà, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Mais comme dit Youssef, c'est un travail quotidien à faire. Et justement, je vais rebondir sur ça. Si on doit analyser le marché du web, comment ont-ils réagi par rapport à cette crise sanitaire? Comment est-ce qu'il se porte ce marché? Mon sentiment, alors on n'a pas beaucoup de recul encore, mais c'est vrai qu'il y a eu des tendances un peu contradictoires, mais pour moi, la question de fond, c'est que finalement, cette crise a surtout, je pense, servi d'accélérateur à une tendance qui était déjà peut-être structurelle, avec effectivement cette numérisation, cette digitalisation des entreprises. Donc je pense que ça a fait probablement qu'accélérer le mouvement. Donc, ce qui plaide aussi en faveur des étudiants conformes à l'EMI, avec des gros besoins sur tous ces métiers, aussi bien dans le développement, mais aussi toute la partie, je dirais, si on parle du e-commerce aussi, qui explose avec des gens qui vont s'occuper des sites, de la partie expérience utilisateur, etc. Donc, je pense qu'on a la chance d'évoluer sur des secteurs qui sont relativement préservés, même si, par exemple, tout ce qui est agence digitale a probablement souffert, puisqu'il y a beaucoup de projets qui ont été retardés. Mais globalement, je pense qu'on est plutôt mieux positionné, effectivement, que dans d'autres secteurs. Donc, ça nous incite à être plutôt quand même serein sur les besoins de recrutement à venir. Donc en fait, on reste sur le même message de dire on est dans des métiers qui résistent une crise et on a des métiers qui évoluent. Donc du coup, on reste sur le même message. Ne baissez surtout pas les bras parce que c'est pas paradoxalement, les métiers du web peuvent en sortir encore plus fort et du coup, les futurs acteurs de ce métier, donc les étudiants aujourd'hui, vont avoir face à eux un panorama qui sera peut-être l'un des meilleurs au niveau professionnel, tout simplement.
Et justement, excusez-moi, je vais rebondir sur ça encore une fois, pour les questions s'enchaînent, mais elles rentrent dans le bon ordre. Justement, c'est quoi les avantages à se reconvertir dans les métiers du digital, sachant qu'on va arriver bientôt à février, où c'est nos rentrées décalées, nos fast track, et du coup, les personnes qui se disent j'ai fait une formation qui n'est pas compatible avec cette crise ou avec laquelle je ne suis pas forcément satisfait, ces personnes-là, s'il y en a qui nous regardent, pourquoi est-ce qu'elles devraient se convertir au métier du digital ? On a... Isabelle, tu veux... Non, vas-y. Non, peut-être rappeler qu'on a un cosmopolitisme aussi au niveau de l'école qui est une volonté réelle, notamment de l'équipe dirigeante, que d'offrir des opportunités aux étudiants qui se seraient aventurés sur des chemins légèrement difficiles pour eux, de leur offrir une opportunité, notamment par rapport au fast track, donc qui sont des classes en accéléré à partir de février. D'ailleurs, si on fait un panorama de l'ensemble des étudiants qui sont au sein de l'EMI, notamment en première année ou en deuxième année, on a énormément de différenciation au niveau des profils. On a des profils scientifiques, des profils économiques, des profils littéraires. On a des personnes en reconversion également, qui étaient dans des métiers beaucoup plus manuels, etc. Et le maître mot, c'est vous avez envie d'acquérir des compétences dans le digital. Je vais pas dire venez comme vous êtes pour ne pas paraphraser une publicité de restauration collective, mais voilà, venez avec ce que vous pensez être vos compétences, votre sensibilité, votre envie, votre motivation, et charge à nous justement de tenir compte de l'ensemble de ces éléments-là, de pouvoir vous orienter et vous dire ok, on pense que c'est une bonne idée de nous rejoindre, ou on pense peut-être que c'est un peu trop tôt, peut-être qu'il faut envisager un léger décalage, mais voilà, en tout cas on a un process de sélection qui vise à garantir aussi ce cosmopolitisme, et c'est important de le signaler. Isabelle, Christophe, si vous voulez rajouter quelque chose peut-être ? Moi, je pense que crise ou pas crise, je pense que la question de la crise ne se pose pas nécessairement. Elle peut-être accélérer la volonté de certains étudiants ou certaines personnes en activité qui veulent se réorienter, mais je pense que les arguments qui font que ce sont des métiers d'avenir restent valables quoi qu'il en soit. Donc, ce qu'on dit effectivement cette année, on l'a déjà probablement dit l'année dernière, ce sont des métiers porteurs et donc accessibles à partir du moment où la personne a quand même un projet professionnel bien défini. Donc pour moi, la crise, oui, c'est important cette année, mais je pense que les tendances de fond étaient déjà là et sont inscrites, je pense, dans la durée également. Donc. À l'heure actuelle, on est en plein dans le renouvellement, on va dire, du titre pour le titre de chef de projet digitaux. Donc en fait, toutes les 3-5 ans, on est obligé de refaire des enquêtes et des sondages auprès des anciens étudiants et de refaire des démarches administratives. Cette période d'enquête, justement, ça a permis justement de mettre en avant des chiffres, justement, assez intéressants. Plus de 98% des étudiants qui sont passés par l'EMI ont un emploi derrière et travaillent à l'heure actuelle au moment où je vous parle. Donc ça, c'est une déclaration qui est faite de la part des étudiants. On voit que les jeunes qui font le choix de venir travailler dans le digital ou dans le numérique, en fonction, on va dire, du vocabulaire que vous préférez, ont la possibilité de travailler, trouvent du travail, sont motivés, évoluent au sein, on va dire, de leur métier, des fonctions qu'ils font, assez rapidement. Il y a une courbe d'évolution, on va dire, au niveau des responsabilités chez les étudiants qui sont passés par l'EMI, tant, on va dire, dans les responsabilités que dans l'envergure des projets, mais aussi, bien entendu, sur la partie rémunération, qui est quand même le nerf de la guerre quand même pour tout le monde. Donc voilà, avec ensuite l'avènement maintenant à l'heure actuelle de tout ce qui est les blockchains, l'IA de manière globale ou autre, on voit que voilà, il y a des nouveaux usages, il y a des nouveaux métiers, et des métiers qui étaient peut-être un peu plus vieillissants, grâce au digital, reprennent une autre dynamique. Et donc je pense que ça peut intéresser du monde à différents niveaux. Aussi bien des personnes qui ne voyaient que l'outil web comme un accessoire, maintenant devient vraiment un outil à part entière pour pouvoir aller plus loin dans leur travail. Et je pense que c'est ça vraiment l'évolution avec le web, et ce qui fait que on a beaucoup de personnes qui commencent à s'intéresser pour se rediriger et se reconvertir dans ces métiers-là.
Alors moi, merci Christophe en tout cas de cette précision. Sinon, pour répondre rapidement donc, à quelques questions donc, du chat, donc la première que j'ai vue passer, donc c'était du coup les évaluations se passeront comment si on reste sur du 100% à distance? Eh bien, la plupart des étudiants normalement ont connu ça depuis qu'ils sont ici, je crois même peut-être les premières années, quand on utilise Google Classroom pour rendre certains devoirs, et je pense que certaines évaluations se passeront ainsi, c'est-à-dire que le professeur ou l'administration créera donc un classroom, donc un devoir. Ils auront alors un temps donné pour le faire et ils devront déposer donc ce devoir dans un drive pour le rendre. Normalement, ça se passe comme ça. Dites-moi si je dis n'importe quoi. Non, c'est tout juste. Alors pour rebondir sur cet aspect-là, j'ai vu aussi un certain nombre de questions passer au niveau des partiels. Je pense que Christophe l'a abordé tout à l'heure. Alors, on est en train de valider les modalités pratiques et logistiques des prochaines sessions de partiels qui devraient arriver mi-décembre pour certains d'entre vous et en janvier pour les autres. Donc, voir dans quelle mesure une partie de ces partiels pourrait avoir lieu à distance ou en présentiel. Ça dépendra encore une fois des consignes que notre ministère de tutelle nous donnera par rapport à ces éléments-là. Donc, on est en train de préparer différents scénarios et on se mettra en ordre de marche une fois qu'on aura reçu des consignes claires et précises de la part de notre ministère de tutelle. Je rebondissais, je crois, sur les questions d'une maman d'étudiants. Est-ce que les étudiants seront prêts? En tout cas, nous, on s'engage à leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils le soient. Cela passe également par un travail assidu et rigoureux de la part de chacun des étudiants et des étudiantes. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc nous, on leur transmet un certain nombre de connaissances, de compétences, on les met en situation de pouvoir réfléchir sur des cas pratiques, etc. Notre volonté, c'est clairement pas de les amener au casse-pipe lors des partiels, au contraire. Maintenant, si un étudiant effectivement ne travaille pas régulièrement, il est fort probable que ces partiels ne se passent pas dans d'excellentes conditions. Donc maintenant, voilà, on est là pour les accompagner, on continue à les accompagner et il n'est jamais trop tard pour se manifester si certains d'entre vous rencontrent des difficultés. J'ajoute également que même si une partie des éléments peuvent se faire à distance, les cas de plagiat et de triche ne sont pas nouveaux. Tous les ans, nous avons malheureusement à devoir traiter des cas d'étudiants ou d'étudiantes qui ont triché. Je rappelle que c'est passible d'un conseil de discipline qui peut donner lieu à une exclusion temporaire ou définitive de l'école. Aujourd'hui, on a la possibilité de détecter ces cas. Il y a de plus en plus de logiciels qui le permettent. Donc voilà, ce serait dommage que de tenter le diable en copiant-collant sur vos camarades. Surtout que c'est pas vous rendre service. Ça, j'ai envie de dire de manière globale, dans votre vie professionnelle, c'est simple, il n'y aura pas de notes, il n'y aura pas de j'ai 10, j'ai 8, j'ai 12, j'ai 15. C'est soit vous avez un boulot parce que vous faites ce qu'on vous demande, soit on vous remplace. Et malheureusement, c'est très binaire de ce côté-là, la vie professionnelle. Quand vous êtes à l'école, ce qu'on le dit en général à chaque fois, vous avez la chance de pouvoir vous tromper, de pouvoir faire des erreurs, et justement, c'est en faisant ces erreurs qu'on peut corriger le tir. Si vous essayez de vous faire passer pour quelqu'un d'autre, malheureusement, ça vous desservira à un moment ou à un autre. Donc, ok, je suis d'accord, la note est importante dans la réussite de votre année scolaire, mais voyez plus loin que ça. Essayez vraiment de prendre ça comme un moment où justement vous allez pouvoir avoir un état sur votre niveau, vos compétences, et voir là où il va falloir travailler et rattraper, on va dire, votre retard. Je vais même aller plus loin et je me permets aussi de répondre à Julie. Oui, vous aurez des corrections au partiel avant les rattrapages, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Vous savez, il y a aussi une notion de méritocratie dans l'aspect lié aux évaluations et aux partiels. Vous pouvez parfois vous planter à certaines évaluations ou à certains partiels, mais derrière, comme il y a une certaine forme de cohérence dans l'argumentation et dans le rendu global, vous pouvez ne pas avoir de mauvaises notes aussi. Parce qu'on estime que vous avez été capable de défendre un point de vue, que vous l'avez fait de manière structurée, de manière argumentée, et que le rendu final est tout à fait potable.
Donc voilà, encore une fois, on n'est pas... Enfin, ça fait partie aussi des chances qu'on peut vous laisser par rapport à certaines situations qui peuvent se révéler problématiques. Là, du coup, on va rebondir un petit peu sur des questions. Vous êtes dans le conseil aux élèves, donc le conseil de ne pas tricher, parce que de toute façon, après, sur le front, on va dire, et du coup, il n'y a pas de triche possible. Je vais vous demander d'autres conseils, et en particulier pour les premières années, parce que c'est vrai que c'est des étudiants qui se retrouvent dans une situation qu'eux ne connaissent pas. Sur les deuxième années, ont eu un premier confinement. Eux, c'est tout nouveau. Qu'est-ce que vous pourrez leur conseiller à eux et à leurs parents aussi ? Comment vous pouvez les aider à gérer leur cours en distanciel ? Alors, il y a effectivement, il faut distinguer deux éléments. Il y a le côté académique où vous êtes en cours, et puis il y a le côté où vous êtes à l'extérieur des cours. Donc le gouvernement ayant fait les choses bien, vous avez droit à 1 heure à l'extérieur pour vous aérer l'esprit, pour éventuellement faire un peu de sport dans la limite des 1 km autour de chez vous. Ne vous passez pas de ce luxe. Ne serait-ce que de pouvoir changer d'environnement et d'atmosphère, c'est important, ça fait du bien au cerveau, ça fait du bien à la tête. Donc dès que vous avez cette possibilité de sortir de votre chambre ou de sortir de l'endroit où vous suivez les cours, faites-le. Et aérez-vous l'esprit, ça c'est quelque chose qui est essentiel. Le deuxième point est lié au fait que quand on vit confiné, il n'y a pas forcément de différence entre le matin, le midi, le soir, la nuit, etc. Mettez-vous des jalons bien précis et essayez de changer dans la mesure du possible de pièce tout au long de la journée pour essayer de changer de décor et pouvoir envisager les choses dans une atmosphère qui est complètement différente. Troisième élément qui est essentiel, lorsque on vous propose des cours de soutien ou des animations supplémentaires par rapport aux cours que vous avez, allez-y, foncez. Ne vous dites pas « Ah, j'en ai peut-être pas besoin parce que j'ai l'air de bien comprendre ce que je fais ». Allez-y, peut-être qu'il y a des sujets qui seront abordés dans le cadre de ces cours de soutien qui n'étaient pas prévus à la base, mais ça vous permettra de découvrir de nouvelles choses. Et enfin, en tout cas, moi je pense que c'est les 3 mesures essentielles. Je ne sais pas si mes collègues veulent rebondir, mais voilà, c'est important d'avoir cette distinction. Moi, j'ajouterais, dans la même dynamique que quand vous venez en présentiel à l'AMI, vous vous levez le matin, vous petit déjeuner, allez vous laver, vous préparez, faites ce que vous voulez, vous prenez les transports en commun, vous arrivez à l'école. Il s'est passé 1 heure et demie entre les deux. Je pense que c'est important d'essayer de garder cette dynamique-là, même on va dire en cours, en mode confiné. C'est-à-dire, ne vous réveillez pas juste pour attaquer les cours, en mode je déjeune dans un petit coin en même temps que le cours a lieu ou autre. Prenez vraiment le temps de vivre votre journée. Ça va permettre vraiment d'avoir des moments où vous allez faire des vraies pauses, où vous allez changer de posture entre guillemets, à la place du transport en commun. Regardez la télé, lisez un livre, faites une activité qui vous plaît, mais ça va vous permettre justement d'avoir une autre dynamique et un autre entrain quand vous allez commencer, on va dire, vos cours. Le midi, faites une vraie pause aussi, c'est-à-dire essayez vraiment de déconnecter peut-être un petit peu des écrans aussi. Mm-hmm. Ça, c'est, je pense, une hygiène de vie qu'il faut essayer de développer en confinement, parce que le problème qu'on va avoir, c'est qu'on va toujours être tout le temps connecté. Et l'ultra-connexion, au bout d'un moment, ça va fatiguer, ça va vous empêcher de réellement vous reposer le soir, la nuit, et ainsi de suite. Donc voilà, cette hygiène de vie, je pense qu'elle est importante, et j'insisterai jamais assez sur vraiment faites des pauses. Prenez du temps pour d'autres activités, du temps pour vous, pour échanger même en famille, tout bêtement. Ça peut être aussi le moment justement de retisser les liens des fois qui peuvent être plus ou moins compliqués à la sortie de l'adolescence avec les jeunes ou autres. Donc voilà, ce genre de choses, je pense qu'il faut capitaliser là-dessus pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Je voudrais, si tu le permets, Jérôme, juste rebondir sur une question, je crois, de Louis. Alors, par rapport notamment à la recherche de master, etc. Donc, on a Max Godenberg, qui est notre responsable des admissions, qui peut vous accompagner là-dessus. Toute l'équipe pédagogique aussi peut vous accompagner là-dessus. Et juste à corriger ce que tu disais, Louis, il est prévu une présentation des cursus Grenoble École de Management, notamment pour les masters. Alors, pour ceux et celles qui ne le savent pas, on a une longue tradition de partenariat avec Grenoble École de Management, et je sais que régulièrement on en parle, donc
Par rapport à ça, il y aura certainement une réunion qui se fera, mais on reste disponible à titre personnel pour vous accompagner là-dessus. Moi, pour rebondir juste par rapport au conseiller en première année, donc effectivement, c'est vrai que je vais rentrer dans mon cas personnel, je faisais ça, le matin, je descendais, je me mettais à travailler, et justement, j'en ai parlé à Christophe l'autre jour, et en fait, il faut vraiment laisser le temps au cerveau de se réveiller, tout simplement. Parce qu'après, en fait, on prend le risque d'avoir toute la matinée le cerveau à moitié de fonctionnement, en fait. Donc, n'hésitez pas à aller vous balader. Il y a une playlist collaborative sur Spotify qui a été créée. Prenez le temps aussi d'écouter de la musique. Ça s'appelle, donc sur Spotify, vous mettez Amy Musique, vous la trouverez. Mais ouais, c'est vrai que c'est important de ne pas commencer le matin tout de suite sur le PC, parce qu'après, c'est pas... Voilà, on a du mal à être vraiment réveillé, en fait. Je vais partir sur un autre type d'élèves, d'étudiants cette fois-ci, et ça va être ceux qui sont en alternance. Et quels conseils on va pouvoir leur donner par rapport à leur gestion du temps entre les cours et les entreprises? Alors, ils ont eu, effectivement, c'est vrai qu'ils sont dans une situation particulière parce qu'ils sont tenus à la fois par les contraintes liées à l'école, mais aussi aux contraintes liées à leur entreprise. Donc, il y a eu pas mal d'informations qui ont circulé, notamment des protocoles particuliers qui sont applicables aux apprentis et aux CFA. De ce qu'on a pu voir auprès de nos étudiants, nos alternants en tout cas, ils sont pour la quasi-totalité d'entre eux en télétravail. Donc c'est vrai voilà, c'est un confinement total. C'est assez cadré. Il est important qu'ils maintiennent le suivi avec leur maître d'apprentissage. Donc ça, on insiste aussi sur le fait qu'ils doivent être capables. Enfin, en tout cas, il est conseillé de garder ces liens étroits avec leur maître d'apprentissage. Si toutefois il y a un souci de relation, si la personne n'est pas là ou n'est pas disponible, il faut vraiment aussi alerter. Donc on a effectivement maintenant donc Caroline Gillon qui est la personne qui suit les apprentis en entreprise, bon, pour la partie EMI. Donc n'hésitez pas à remonter les informations s'il y a une situation anormale, si on vous demande de travailler peut-être faire des heures trop importantes dans la journée. Donc soit effectivement alerter Caroline, votre tutrice, pour en tout cas les 2e années, 3e année, 4e année, soit effectivement Sandrine ou HFEC du CFA. Donc voilà, ils sont ils sont à la fois les contraintes des salariés et les contraintes des étudiants confinés, mais c'est assez malheureusement inévitable. Et j'ai envie de dire, normalement, pendant la période où les étudiants sont en cours, normalement, alors je dis bien normalement avec des grands guillemets, les entreprises ne sont pas censées les solliciter sur cette période. Comme nous, on va dire sur la période d'entreprise, on n'est pas censé solliciter les étudiants pour les cours. Alors après, on est d'accord qu'il peut y avoir malgré tout des fois des besoins urgents ou autres. Il faut qu'elle reste l'exception. Et il faut vraiment que ça soit fait en bonne intelligence avec le tuteur, on va dire en entreprise, ou au besoin, comme le disait Isabelle, à solliciter vraiment les personnes qui sont là pour cadrer un petit peu là où s'arrête, on va dire, les cours, et là où s'arrête aussi la période en entreprise. On ne demandera pas aux étudiants, typiquement pendant qu'ils sont en entreprise, de participer à un cours ou autre, ou sinon c'est en anticipation, on a prévenu l'entreprise et c'est validé avec eux à l'avance. Il en est de même pour les entreprises. Si elles ont réellement besoin de manière ponctuelle, elles sollicitent au préalable l'administration qui, en fonction du besoin, va accepter de manière exceptionnelle ou non que l'étudiant soit détaché pour un besoin très très précis. Mais il ne faut pas que ça devienne récurrent. Il faut vraiment que ça soit de manière exceptionnelle. Et on peut aussi, malheureusement, on a des situations aussi où l'apprenti est placé en chômage partiel aussi. Donc c'est aussi des situations qu'on a pu rencontrer où, selon l'activité de l'entreprise, l'apprenti est comme les autres salariés placé effectivement en activité partielle, alors soit totale, etc. Donc ça a été effectivement des situations auxquelles on a été confrontés lors du précédent confinement et probablement aussi le confinement actuel. Donc c'est des situations avec
de fait un petit peu peut-être de désœuvrement des étudiants pendant les semaines entreprises, puisqu'effectivement s'ils n'ont pas d'activité professionnelle, ça peut être ça peut être quand même problématique. Donc là-dessus, pareil, pas hésiter à échanger avec ses camarades, enfin trouver d'autres activités aussi pour compenser un petit peu ces journées du fait un petit peu vide d'activité. Et finalement, si vous voulez bien, pour terminer cette ronde de conseils, je penserai aux parents. Quel message je pourrais adresser aux parents? Comment ils peuvent aider leur enfant dans cette période, qu'ils vivent avec eux ou alors qu'ils sont distanciés? Très bonne question. Je pense que c'est une question qui n'est pas forcément évidente à répondre dans le sens où qui sommes-nous pour donner des conseils aux parents de comment gérer leur relation avec leurs enfants. Ce qui est sûr, c'est que voilà, chacun va le vivre différemment. Je pense qu'il faut beaucoup d'écoute, d'empathie, on va dire, entre les différentes personnes, du soutien. Je pense que ça, c'est vraiment nécessaire. Quand un étudiant est en difficulté, il n'ose pas forcément le dire. Si les parents le voient, qu'ils n'hésitent pas à nous solliciter. Je sais qu'Aurélie reçoit régulièrement, on va dire, des appels de parents ou autres. Elle fait tourner l'information en interne et elle remonte les informations ensuite, si besoin, de manière habile. L'idée n'est pas de stigmatiser encore plus l'étudiant derrière. Mais voilà, nous, on peut faire ce genre de choses pour essayer d'être le relais, on va dire, d'un soutien qui a lieu à la maison, à l'école. Après, l'idéal, effectivement, est de pouvoir peut-être, pendant les périodes de cours, alors tout dépend aussi, bien entendu, de la situation de tout le monde, mais de pouvoir permettre vraiment à l'étudiant de pouvoir suivre les cours dans les meilleures conditions possibles, on va dire dans la mesure du possible, en essayant que l'espace soit peut-être un peu plus calme à ce moment-là. Ce genre de choses. Après, je ne sais pas si Isabelle, Youssef, vous avez d'autres choses que vous pourrez proposer. Moi, Vas-y Isabelle, je t'en prie. Non, moi je dirais effectivement peut-être ce rôle d'alerte. Je pense qu'en tant que parent, effectivement, les enfants se confient peut-être un petit peu moins à ces âges-là qu'ils ne le faisaient préalablement, mais on peut sentir effectivement des choses et c'est peut-être parfois, faut pas hésiter à nous contacter directement, sans forcément. La communication directe est parfois plus efficace avec l'équipe de l'EMI. On peut effectivement être au courant de certains problèmes ou difficultés, donc faut pas hésiter, comme dit Christophe, à contacter Aurélie ou quelqu'un de l'équipe. Après, je pense qu'il faut faire confiance aussi aux jeunes. Voilà, ils sont en train de construire leur vie, ils sont autonomes aussi. Après, je pense que c'est trouver l'équilibre. Hein, c'est pas non plus forcément la solution toute faite. Après, il y a aussi nos... Vas-y, Youssef. Oui, non, juste venez nous en parler. Moi, je sais que pas plus tard que cet après-midi, j'ai eu un papa d'un des étudiants qui m'a contacté. On avait déjà échangé l'année dernière et donc voilà, nous on reste disponible avec Aurélie qui est chargée de la vie scolaire. Donc on peut même envisager d'organiser peut-être une visioconférence avec vous, parents, qui nous écoutez. Si le besoin s'en fait ressentir, on est disponible aussi pour s'occuper aussi bien de vous que de vos enfants. Voilà, tout à fait. On a différents. Alors, si vous avez déjà la façon de nous contacter, mais sinon, vous pouvez nous contacter à travers nos réseaux aussi. De toute façon, les informations seront relayées. Et je vous propose qu'on retourne un petit peu au chat. Louis, si tu avais eu des questions qui étaient intéressantes à être répondues. Alors, les étudiants peuvent-ils solliciter les enseignants pour avancer sur des projets personnels? Ça, pour le coup, moi, je peux y répondre directement. Ouais, carrément. Ça m'est déjà arrivé, moi, en fait, pour des conseils, parce que je travaille dans l'associatif. Lorsque j'ai commencé ça dès ma première année. Et dès ma première année, j'ai pu aller voir certains professeurs qui nous enseignaient des matières pour lesquelles j'avais besoin de conseils. Je rappelle, de ce temps-là, j'étais community manager pour une association. Donc je suis allé voir mon professeur de social media, tout simplement. Puis en fait, je sais que beaucoup d'étudiants qui en fait ont des projets personnels, que ce soit ils montent leur entreprise, ou alors ils font comme moi de l'associatif, ou alors ils ont envie de bidouiller des trucs dans leur coin. La plupart des intervenants font la plupart du temps un plaisir de répondre en fait aux questions des étudiants à partir du moment en fait les étudiants quand ils montrent qu'ils sont motivés. Enfin, même tous mes potes, quand ils sont motivés, ils le montrent et ils n'hésitent pas en fait à aller demander de l'aide, que ce soit aux intervenants, aux étudiants qui sont plus âgés, par exemple un première année qui va avoir un troisième année, ça arrive souvent. N'importe qui. Pour le coup, moi, c'est vraiment ressenti que déjà personnellement, je trouverais vraiment sympa au sein de l'EMI.
Mais en plus, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent en fait en soi au sein de l'école. Après, je me permets justement de renchérir un petit peu sur ce que tu viens de dire, Louis. Pour les projets, pour les envies d'entreprendre et autres, je rappelle pour ceux qui auraient peut-être pas vu forcément passer l'information au niveau des étudiants, on a relancé, on va dire, l'incubateur de l'EMI en partenariat avec un partenaire pédagogique qui est l'ISTEC, où en l'occurrence, on a depuis à peu près 15 jours, 3 semaines maintenant, a démarré vraiment cet incubateur avec Henri Pironin qui anciennement a lancé l'incubateur de Télécom Paris, je crois, et du Conservatoire national des arts et métiers aussi. Donc il y a une grosse expérience là-dessus. Là, au moment où je vous parle, je sais que j'ai eu un rapport dans la journée justement de Henri qui me disait qu'on avait déjà une vingtaine de projets de création d'entreprise qui venaient d'être amorcés pendant le confinement, que ce soit aussi bien des étudiants de l'ISTEC ou de l'EMI. Ça a l'air d'être plutôt équilibré pour l'instant de ce côté-là. On avait fait justement une réunion d'information et de présentation pour les étudiants fin de semaine dernière, de mémoire, je crois, jeudi ou vendredi, où on a eu à peu près une quarantaine, cinquantaine d'étudiants de l'EMI qui étaient présents, où on a pu répondre aux questions et ainsi de suite. C'était vraiment très agréable. Donc voilà, si vous avez envie d'entreprendre, si vous avez même des idées juste au stade de projet, j'ai envie de dire, n'hésitez pas. Pour les parents aussi, ça peut être peut-être un bon moyen aussi de pousser, on va dire, un jeune à être remotivé et à se rebooster dans un projet qui le passionne. Pour l'instant, on va dire, on a décidé de laisser cet incubateur assez ouvert, c'est-à-dire de ne pas faire de sélection à l'entrée, justement pour permettre pendant cette période de confinement que vous puissiez aussi vous évader et essayer d'aller fouiller un peu plus loin et vous accompagner justement dans cette démarche. Si le business plan, si tout ça n'est pas prêt, c'est pas grave. On aura le temps justement de retravailler, vous allez avoir des cours là-dessus. Mais voilà, l'idée c'est oser, essayer d'y aller et cet incubateur justement est là pour ça. Prochainement, il va être ouvert aussi aux anciens étudiants, aux alumni de l'école. Mais on fera une communication dans un second temps. L'idée, c'était vraiment de le laisser dans un premier temps accessible aux étudiants actuels de l'EMI. Alors, on nous demande comment rejoindre l'incubateur. Alors, tout simplement, j'ai envoyé un mail normalement semaine dernière avec les coordonnées de Henri Pironin. Vous lui envoyez un mail, vous lui parlez de votre projet, il va prendre rendez-vous avec vous et vous échangez soit par téléphone ou Skype ou Hangout, Google, bref, ce que vous voulez comme dispositif par rapport à ça. Si vous avez plus ces coordonnées ou autres, n'hésitez pas, on va dire, à renvoyer un mail, soit à moi directement, soit à Youssef, Isabelle, bref, un peu n'importe qui, tout le monde sera en mesure soit de rediriger le mail vers la bonne personne qui a l'information, soit de vous envoyer directement les coordonnées de Henri. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions dans le chat, d'autres personnes qui avaient d'autres questions. On a une autre élève aussi qui est en attente pour rentrer avec nous dans le chat pour avoir aussi sa vision. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, Louis, tu as vu Non, du tout. J'ai pas vu passer grand-chose pour l'instant. Nous, on est là toute la soirée, il n'y a pas de souci. Non, j'aimerais aller. Si vous avez une question, le chat, c'est maintenant. Allez-y. Le temps d'écrire. C'est ça. Oui, il y avait une question, effectivement, là je suis en train de relire. Il faut que vous soyez conscient d'une chose. On est sur un mode, pour valider un module, vous avez ce qu'on appelle le contrôle continu qui correspond à 50% de la note et un partiel à 50% pour les matières où il y a des partiels. Lorsqu'il n'y a pas de partiel, c'est l'ensemble du contrôle continu qui compte pour 100% de la note. Sinon, la petite question donc, de Julie, est-ce qu'on pourrait avoir une précision sur le fait que les notes et évaluations ne comptent pas, mais pour avoir le diplôme et accéder au monde professionnel, c'est bien utile. Alors déjà, les notes et évaluations comptent pour avoir ton diplôme, enfin je pense. Oui. Voilà. Les notes pour accéder au monde professionnel, si jamais tu parles du fait qu'une boîte te demande ton bulletin, pourquoi pas. Sinon, je sais pas si vous avez quelque chose d'autre. C'est quand même rare qu'une entreprise demande d'avoir les résultats scolaires de l'étudiant pour l'embaucher. Dites-vous, et ça on en a parlé à la réunion de pré-rentrée justement en septembre, les entreprises, ce qu'elles viennent chercher, c'est des compétences. Donc elles veulent que vous les rassuriez sur le fait que vous êtes capable de faire quelque chose et qu'elles aient un retour sur investissement sur le salaire qu'elles vont vous donner. Que vous ayez eu 12, 15, 18, 20
on va dire, à votre partiel de, je sais pas, de business model, comme j'en parlais tout à l'heure, l'idée, c'est d'être capable d'expliquer comment ça fonctionne, de pouvoir argumenter là où va être votre valeur ajoutée pour l'entreprise. Effectivement, les notes en tant que telles, demain, quand vous serez des professionnels, on ne va pas dire vous êtes arrivé 3e de votre promotion, 46e, 72e, vous l'avez eu au rattrapage ou autre. On s'en fiche. C'est si vous avez le diplôme, c'est que vous avez normalement les compétences associées auxquelles elle vous prépare. Et donc, du coup, c'est ça qu'il faut réussir à mettre en avant et à vendre. Oui, d'ailleurs, comme je peux voir donc Zino qui intervient dans le chat, une lettre de recommandation, ça compte beaucoup plus que pour les DRH en soi. C'est pas du tout, on va dire, ça n'a pas du tout la même valeur aux yeux d'une entreprise. Surtout... Après, juste pour compléter par rapport à ça, vraiment, le diplôme, faut le voir comme la validation des compétences que vous allez avoir. Dans le sens où le titre, on va dire, de chef de projet digitaux ou de manager de projet innovant pour les masters ou de dirigeant manager opérationnel d'entreprise aussi pour les masters, tous ces titres sont inscrits anciennement RNCP, maintenant France Compétences, et permettent, on va dire, de valider un référentiel de compétences. C'est-à-dire que vous allez avoir des compétences dans tel et tel domaine. Dès que vous avez le diplôme, entre guillemets, on atteste qu'effectivement vous êtes capable de le faire. Très bien. Mais ça ne reste qu'une promesse. Après, bien entendu, ça sera à vous de prouver par l'expérience et par la pratique que vous avez les compétences, bien entendu. Ah oui, c'est justement prouver que ce que le papier ne ment pas et qu'effectivement, voilà, après c'est un peu comme quand on parlait de la triche avant, ça sert à rien de dire j'ai tel diplôme ou j'ai ça, si derrière on n'est pas capable d'assumer en fait, c'est tout à fait ça. Louis, si tu veux que Louise nous rejoigne. Oui, bien sûr. Je vais l'inviter tout de suite. Donc voilà, on va essayer de faire en sorte qu'Héloïse nous rejoigne pour qu'elle puisse partager donc, son expérience avec nous. Bonjour. Bonjour Héloïse. Bonjour Héloïse. Bonsoir. Alors Héloïse est une élève en 4e année, c'est Théo. Oui. Mais je pense que la meilleure façon de te présenter, c'est que tu le fasses toi-même. Eh ben bonjour, je m'appelle Héloïse. Du coup, oui, je suis en 4e année en CTO. Et je suis là pour vous parler du Hacktoberfest, du coup. Tout à fait. Donc, alors, peut-être juste faire un petit point sur qu'est-ce que l'Hacktoberfest. Justement, ouais. Alors, l'Hacktoberfest, c'est un événement qui est organisé par Digital Ocean et qui est donc dédié à l'open source. Il a lieu sur tout le mois d'octobre. Donc, le but de l'événement, c'est d'encourager les gens à contribuer à des projets open source sur GitHub. Donc, pour participer, il faut juste avoir un compte GitHub et un peu de motivation. Et le but de la chose, c'est donc de faire 4 pull requests sur des projets qui participent au Hacktoberfest et que ces requests soient validés par un des propriétaires du projet. Et une fois que les 4 sont validés, vous allez gagner le Hacktoberfest. Et vous avez le droit de planter un arbre et de gagner un super t-shirt. Et aussi un crédit ECTS du coup à l'EMI. Donc c'est quand même plutôt motivant. Voilà. Un peu plus que le t-shirt quand même. C'est ça. Alors, du coup, moi, je voulais te poser une question. Donc, toi, si tu peux nous reparler un petit peu de ton parcours au sein de l'EMI. Pourquoi tu as choisi l'EMI et les métiers du web? Alors, en fait, moi, je suis arrivée cette année. C'est ma première année à l'EMI. Donc, j'étais dans une autre école de web avant. Cette école qu'on ne citera pas. Voilà, je ne l'ai pas citée. Mais voilà, donc je voulais faire du développement web. Et dans mon école, c'était plus axé sur le marketing et le design. Et moi, je voulais quelque chose plus axé sur la technique. Donc, j'ai choisi le Master CTO à l'EMI qui m'a... Et pour l'instant, ça se passe très bien. Franchement, ça correspond tout à fait à mes attentes. Donc, j'ai un profil plutôt dev à la base front. Mais maintenant, je commence à faire pas mal de back. Et surtout que je suis en alternance, je suis développeuse full stack dans mon entreprise. Donc, je dois m'intéresser à toutes les technos un peu.
Et voilà. Donc mes contributions du Hacktoberfest, c'était surtout du développement. D'accord, parce que toi, l'open source, tu en avais déjà fait? Alors pas du tout en fait. J'ai jamais vraiment participé à des projets à open source, enfin contribué. Je connaissais pas en fait le Hacktoberfest avant que Zino en parle. Et je trouvais ça intéressant de, en un certain sens, rendre un peu à la communauté de développeurs ce que nous offre, c'est-à-dire accès à toutes ces informations sur tous ces langages. C'est-à-dire que si on est bloqué pour quelque chose, il y a toute une communauté très forte qui nous aide. Donc j'avais envie, quand j'ai vu ça, de moi aussi participer à cette communauté. Mais j'étais assez intimidée au début, parce que je me disais que c'était pour les experts, que j'allais pas faire des contributions qui allaient être utiles, etc. Mais au final, ça a été vraiment... En fait, j'étais intimidée au début, mais tu peux commencer vraiment par des choses simples et ce sera quand même accepté comme pull request. C'est bon pour tous les niveaux, en fait. C'est-à-dire que même si tu es débutant, tu peux contribuer à quelque chose de simple et te sentir utile déjà. En fait, c'est vaincre la peur de je ne sais pas, je ne connais pas, et se lancer, quoi. Exactement. Et justement, au début, quand je savais pas trop par où commencer, je suis allée sur le Discord du Hacktoberfest. Ils ont un Discord dédié qui est ouvert pendant tout le mois d'octobre. Et les gens sont super sympas, ils s'entraident, etc. pour les gens qui sont tout à fait débutants. Donc c'est vraiment ça aussi qui m'a motivée au final, de voir qu'il y avait autant de gens qui communiquaient entre eux de partout dans le monde et qui participaient à ce projet, quoi. D'accord, donc du coup c'est une expérience tout à fait positive pour toi. Tu recommanderais? Je recommande, je vais peut-être le refaire l'année prochaine, sûrement même. Et ça m'a aussi aidé parce que j'étais à distance, enfin j'étais en télétravail pendant cette période et je voulais motiver à faire du développement de mon côté, sauf que le fait que je ne parte pas du travail, etc., j'avais du mal à me motiver moi-même et en fait ça m'a donné vraiment un objectif fixe et simple, c'était de faire mes 4 pull requests et j'ai réussi et je suis très contente. Félicitations déjà. Merci. Alors je sais pas si vous aviez des questions que vous vouliez poser à... Moi j'ai une question à poser quand même à Héloïse. C'est justement en tant qu'étudiante en développement, tout à l'heure il y avait la question, comment se passent justement les cours à distance? Alors déjà moi je suis en alternance aussi. Du coup pareil, j'ai une semaine de cours par mois. Personnellement, je trouve que c'est quand même assez pesant, surtout de s'imposer un rythme en fait. C'est assez dur. Mais c'est vrai que le fait qu'on ait les caméras, au final, au début ça paraissait un peu infantilisant, etc. Mais au final, le fait d'avoir les caméras, ça permet de voir ses camarades de classe. Moi, c'est la première année que je suis à l'EMI, donc les gens, je les connais pas spécialement. Du coup, ça m'a permis de garder quand même un certain contact avec ma classe. Et surtout, pour le prof, je pense que c'est quand même important qu'il parle à des gens et pas juste à un écran noir, quoi. Et au niveau de l'entreprise, du coup, je suis aussi en télétravail à 100% et on fait des réunions tous les jours aussi avec webcam, pareil. Je trouve que ça m'a beaucoup aidé pendant le confinement, même le premier confinement, c'était comme ça. Juste de voir des gens tous les jours qui sont pas tout le temps la même personne avec qui on vit, quoi. Youssef, Isabelle? Ouais, non, moi je dis Héloïse, je suis contente de votre témoignage parce que c'est vrai que déjà vous êtes une femme bien évidemment, donc moi je suis toujours très contente quand on a des témoignages de femmes. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé ce soir, mais c'est vrai qu'à l'EAMI on est quand même super sensible à cette question de la parité, notamment dans vos filières de développement. Donc on sait que Zino aussi, responsable pédagogique de la filière, est très très attaché aussi à ce qu'on arrive à avoir des classes qui soient vraiment à parité. Donc c'est pas encore tout à fait le cas, mais au niveau de l'EAMI on est déjà bien positionné, on a près de 40% de femmes dans le cursus, donc ça fait plaisir effectivement, et je crois que Christophe l'avait dit à la rentrée, c'est souvent les jeunes filles qui sont tête de promo, donc moi je suis hyper contente. Voilà, bref, petit clin d'œil. Je voudrais juste rebondir sur si tu permets, Loïse, une question qui est posée sur le fait que, notamment pour les offres d'alternance,
On demande en général une seniorité de 3 ans pour des étudiants qui n'ont pas cette seniorité. Alors, il faut y aller le culot dans le sens où l'idée c'est pas de prétendre avoir des compétences qu'on n'a pas forcément, mais c'est un peu comme la recherche du mouton à 5 pattes. Lorsque vous recherchez un emploi, si on lit et si on s'arrête à l'ensemble des offres d'emploi, on ne correspond pas au profil et on n'essaye pas. Donc, je pense très sincèrement que au-delà de ce côté seniorité que recherchent les employeurs, parce que c'est une façon aussi de se sécuriser et de se rassurer, il faut y aller et être sincère et totalement transparent sur les compétences qui sont disponibles, ne pas hésiter à prendre son téléphone, à les appeler et à dire voilà, avec moi, effectivement, je ne dispose pas non plus de toutes les compétences techniques que vous attendez, mais je sais me former, on m'accompagne au niveau de l'école, donc prenez-moi. Après, il ne faut pas oublier que les entreprises recherchent toujours le mouton à 5 pattes. Donc, si elles peuvent avoir toutes les compétences alors qu'elles vont s'en servir que de 2, pourquoi elles s'en priveraient ? Donc, de ce côté-là, n'hésitez pas vraiment à, comme l'expliquait Youssef, à insister, à mettre en avant vos compétences et votre valeur ajoutée. Et aussi à bien anticiper sur ce que vous allez apprendre l'année à venir, voire les 2 ans si vous êtes en 2e ou même en 4e année, parce que ce qui est important effectivement c'est ce que vous savez faire aujourd'hui, mais aussi ce que vous allez faire demain, puisque dans l'apprentissage l'idée c'est quand même de vous accompagner dans votre formation. Donc voilà, vous ne savez pas aujourd'hui tel ou tel langage, mais vous le saurez dans peut-être 3 mois, donc il ne faut pas hésiter à vous renseigner sur le contenu du programme et pouvoir en quelque sorte vendre aussi tout ce qui va venir par la suite dans votre formation. Non, surtout que, moi je me rappelle donc, quand j'étais en première année que je cherchais une alternance, donc en e-business, moi qui étais plutôt en profil communicant, je cherchais beaucoup d'offres, je trouvais beaucoup d'offres de community manager, chargé de communication, entre autres. Après c'était des titres plus ou moins bullshit, mais qui résumaient les mêmes postes au final. Et à chaque fois dans les fiches de poste, vous retrouvez souvent les mêmes messages qui étaient demander bac+5 minimum, sortie d'école de commerce, sortie de master de communication, alors que pas du tout. Faut surtout pas s'arrêter à ces barrières-là. Moi, au bout d'un moment, je faisais que des demandes, on va dire, spontanées. Je voyais une entreprise qui me plaisait, ils avaient potentiellement besoin d'un truc ou un conseil. Faut oser. Il faut oser envoyer des mails. Dès que vous avez un mail, vous pouvez envoyer un CV avec dans le mail, vous vous expliquez pourquoi vous êtes motivé. Il faut surtout pas s'arrêter au fait que ça demande un bac+5. Parce que dès la première année, on avait déjà les compétences techniques, ou au moins les bonnes bases sur lesquelles se reposer pour aider en entreprise et apporter sa pierre. Même si nous sommes dans le digital, prenez votre téléphone. C'est essentiel, ça permet de faire la différence. Alors, à la première fois que vous allez prendre votre téléphone, vous allez vous vautrer, c'est pas la fin du monde, au contraire. Et plus vous allez avancer, plus vous allez prendre un certain plaisir à prendre votre téléphone et ça va vous challenger. Et je vous garantis, et je parle d'expérience personnelle aussi, je vous garantis que vous ferez la différence par rapport à tous ceux et celles qui continuent à envoyer des CV, alors que prendre son téléphone, ça permet de gagner énormément de temps. Je lis ce que dit Zino, et c'est très bien résumé. La question centrale, ce n'est pas ce que vous savez faire, mais à quoi vous pouvez servir. Et je pense que c'est un très bon état d'esprit. Je ne sais pas, Héloïse, si toi, tu avais des questions à poser, vu que tu as la parole. J'ai un commentaire à faire là-dessus. J'ai pas des questions spécialement, mais en effet, je pense qu'il faut beaucoup sortir de sa zone de confort, se forcer parfois. Parce que moi, par exemple, mon premier stage que j'ai fait en développement web, j'avais vraiment des très petites bases en front, mais ça m'intéressait. Et au final, en tant que stagiaire, on est là pour apprendre. Et j'ai appris en l'espace de 3 mois énormément. Au final, même si j'avais pas exactement ce qu'ils demandaient dans l'annonce de recherche de stagiaire, au final, j'ai pu être utile pour ce qu'ils voulaient en fait. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est pas grave, hein, franchement, essayez, lancez-vous. Voilà, sinon j'ai pas de questions. Non. Et le confinement en tant qu'étudiante, comment tu le vis ? C'est ça. Après, j'ai quand même la chance d'avoir un chien, donc ça me force à sortir tous les jours. Au moins, c'est important le chien, ça en ce moment. C'est quand même pas mal. Et franchement, ça fait vraiment du bien juste de se balader, en effet, de se lever un petit peu avant le cours, parce que c'est vrai que cours pyjama, c'est pas forcément le bon combo, quoi.
Mais à part ça, franchement, ça va. Je trouve qu'en tant que développeur, surtout, c'est un métier qui est très facile, entre guillemets, à faire à distance. Donc voilà, ça se passe plutôt bien quand même pour moi. Ah bah, c'est super cool. J'en profite pour répondre à une rapide question que je vois apparaître dans le chat. Donc, comment les MIS suivent les étudiants en cours de leurs apprentissages? Donc, exemple, l'échange est suivi avec l'entreprise et l'étudiant. Nous, on a plusieurs tuteurs qui nous accompagnent. Donc, un tuteur école ainsi que le tuteur Maître. entreprise. Voilà, le maître d'apprentissage, c'est ça le mot qui me manquait. Merci Youssef, qui en fait encadre l'étudiant. Donc, durant toute sa scolarité en alternance en soi. Donc, l'étudiant peut se tourner vers son tuteur école et donc vers son maître d'apprentissage en cas de souci quelconque. Et dans tous les cas, l'école a les contacts de son maître d'apprentissage pour le contacter et effectuer un suivi. Donc, il y a d'ailleurs des réunions qui sont obligatoires. Donc sur la partie apprentissage, il y a un certain nombre d'obligations de suivi. Donc la mise en place prochainement, on va organiser début décembre des réunions d'information donc avec tous les maîtres d'apprentissage et leurs apprentis. Donc pour présenter à la fois le CFA FIA bien évidemment, l'EMI, les attendus, le rôle du tuteur, du maître d'apprentissage. Donc c'est une réunion qui va permettre de clarifier certaines choses. Il y a ensuite des points de rendez-vous obligatoires aussi sous forme de bilan d'intégration. Donc ça que le CFA conduit également donc pour s'assurer que le début de l'intégration de l'apprentissage se déroule bien, et ensuite des points réguliers qui doivent être faits donc là par le tuteur école, donc un suivi trimestriel de chaque apprenti. Donc c'est vraiment un suivi à la fois continu et assez étroit, donc avec des comptes rendus. Enfin, voilà, tout ça est assez documenté, de façon à s'assurer que tout se passe du mieux possible. C'est bien, mais écoutez, je pense que... Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat. Je vois que... Mais il y a une belle discussion, en tout cas. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des vrais échanges. Donc moi, personnellement, je pensais que... Pour en faire un petit peu un résumé, si vous voulez faire un petit résumé de cette réunion, enfin, de cette première émission. Carrément. Ah, c'est une question, pardon. Oui, C'est une invitation. Alors, je vais attaquer comme personne n'ose prendre la parole, j'y vais. Monsieur le directeur, allez-y. Alors déjà, merci à tout le monde, on va dire, d'avoir participé. Merci à Louise de nous avoir rejoints. Merci à Géraud, Louis, pour avoir fait les feedbacks avec les personnes qui sont en live. C'est vraiment appréciable. J'espère que l'exercice vous aura plu, que si vous en avez éprouvé le besoin, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On le refera avec grand plaisir sur d'autres thématiques, sur d'autres sujets bien particuliers, plus spécifiques si vous le souhaitez. Moi, ce que je retiendrai, on va dire vraiment, des questions que vous avez pu nous soumettre, c'est vraiment cette inquiétude sur la visibilité qu'on a. Malheureusement, je ne vais pas vous mentir de ce côté-là, on avance comme vous. On essaye, on va dire, de faire au mieux pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, que les étudiants puissent continuer à monter en compétences et continuer à avoir un semblant de vie à distance, on va dire, à travers des écrans, et de réussir à redonner une dynamique sociale et un petit peu la dynamique, justement, l'âme de l'EMI, dans le sens où je pense que l'EMI a quand même vocation à être très proche, on va dire, de ses étudiants, pour des interactions, pour les accompagner, pour les former le mieux possible. Avec cette proximité, on n'est pas une école avec 15 000 étudiants. On a justement fait ce choix-là aussi, d'avoir cette proximité et la possibilité d'interagir facilement durant les cours, en dehors des cours, avec vous. On essaie de le refaire au quotidien. Si il y a des décrochages, vraiment, l'information, c'est parents, étudiants, remontez-nous les informations. Malheureusement, on peut passer à travers. On peut ne pas se rendre compte, dire, d'un décrochage ou d'un besoin d'aide. Remontez-nous ces informations et on vous aidera avec grand plaisir. On essaiera de faire ce qu'on peut pour vraiment que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Et par rapport, on va dire, au projet et à la suite, la seule chose que j'ai envie de dire pour les étudiants qui cherchent, restez motivés. La chance sourit aux audacieux, donc continuez à essayer et à pas hésiter à enfoncer des portes qui sont un petit peu entrouvertes à distance ou autre.
pour décrocher un job, une alternance. Pour les jeunes qui veulent entreprendre, allez-y, c'est le moment, vous avez du temps, vous êtes enfermés entre quatre murs, c'est le moment où vous pouvez faire appel à votre créativité et grâce à l'incubateur qui a été relancé, ça va vous permettre de vous aider, de vous accompagner là-dessus. Bref, c'est un moment qui est peut-être compliqué au niveau sanitaire, qui nous renvoie dans certains retranchements, mais qui peut réellement être propice, à mon sens, à beaucoup de réussite et d'épanouissement pour vous. Je pense que je pouvais pas mieux dire. C'est très inspirant, très motivant. Youssef, Isabelle? Difficile, je pense que Christophe a le mot de la fin là. Voilà. Non, écoutez. Il a tué le game. Non, ravi d'avoir eu cet échange. Je pense que c'est un format intéressant parce que ça permet de laisser libre cours aux questions. Donc je suis sûre qu'il y a d'autres, à la fois les responsables pédagogiques et des intervenants peut-être qui seraient contents aussi de participer à ce genre d'émission. Donc en tout cas, ravi d'avoir été présente ce soir avec vous. Je ne dirais pas mieux. Merci Louis, merci Géraud pour l'organisation. Également, et puis au plaisir de pouvoir échanger avec vous, peut-être sous le même format dans quelques temps ou sous d'autres formats. En tout cas, on reste pleinement mobilisés pour accompagner nos étudiants et nos étudiantes. Mhm. Héloïse, merci d'être venue. Merci Héloïse. Merci Héloïse. Et pareil, si tu as un petit dernier message à faire passer, quelque chose à vendre. Ah non. N'hésite pas. Ok. Mais écoutez, ma part, moi, ce que je retiens, c'est, je reviens un peu sur ce qu'a dit Christophe, mais je pense que c'est vraiment un message de motivation. Effectivement, c'est pas la période la plus drôle, c'est pas la plus sympa, en plus, pas forcément en été. Il fait froid, il pleut, etc. Mais restez motivés et surtout faites vivre le Discord, parlez. Il ne tient qu'à vous de le rendre le plus utile possible. Et contactez-nous, que ce soit à travers nos réseaux ou directement pour quoi que ce soit. Vous avez besoin, que ce soit au niveau pédagogique ou même au niveau humain. Et déjà merci d'avoir été là jusqu'à cette heure-ci. J'imagine que la fin commence à se pointer, donc merci d'avoir été là. Et moi de mon côté, je vous dirai à bientôt du coup. Pareillement. Bonne soirée. Merci à tous. Moi, ça me fait énormément plaisir d'organiser ça. Ouais. Encore désolé pour les quelques problèmes de son. Et sur ce, très bonne soirée à tous et que le destin vous soit favorable. Au revoir à tous. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.